y a 150 ans mourait Charles Baudelaire. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui de ce génie de la littérature. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis heureux d'évoquer Baudelaire, cher à mon cœur, et pour tout vous dire, je suis assez surpris que nous n'ayons pas eu l'idée de le faire plus tôt. Bah oui, c'est souvent comme ça, les grandes idées. C'est bizarre, hein. Baudelaire, immense poète que vous allez voir aux prises avec la société de son temps, que voulez-vous? Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Isolé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Sont les mots de Baudelaire lui-même dans l'Albatros, bien sûr, un des poèmes des Fleurs du Mal, dont je vais vous parler dans un instant. Nous allons revivre le procès des Fleurs du Mal il y a 160 ans. Et après votre récit, Franck, vous recevrez Marie-Christine Natta, dont la biographie de Baudelaire est parue la semaine dernière chez Perrin. Oui, Marie-Christine Natta nous éclairera sur la vie du précurseur du symbolisme. Nous en profiterons pour essayer de cerner ce que fut le symbolisme. Vaste question. On essaiera de comprendre un peu cela. Et puis après cela, une fois n'est pas coutume, nos chroniques habituelles vont faire place à un hommage à Gonzague Saint-Brie et aux piliers de notre émission disparue pendant l'été. Pour le moment, place à la magie des mots et des impressions. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. L'invitation au voyage est l'un des poèmes les plus célèbres de ce recueil, lui-même célèbre entre tous, Les Fleurs du Mal, paru en juin 1857 à Paris, paru à 1 millier d'exemplaires, ce qui nous paraît extrêmement peu aujourd'hui, mais ce qui était tout à fait correct à l'époque, un ouvrage qui va faire scandale et susciter le déchaînement de la presse. Baudelaire va se retrouver, je ne sais pas s'il s'y attendait vraiment, au cœur d'un procès retentissant. Charles Baudelaire a 36 ans. À ce moment-là, il n'est pas connu du public. Il a publié 2 volumes de critiques d'art, le Salon de 1845 et le Salon de 1846. Nous parlions de Diderot et de ses critiques de salon l'autre jour. Il faut savoir que Baudelaire, parmi d'autres, a été l'un de ceux qui ont commenté les salons. La traduction des histoires extraordinaires et des nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Poe également l'a fait connaître, mais alors dans un monde très restreint, dans celui de ceux qui s'intéressent aux traducteurs. Ça fait une dizaine d'années qu'il travaille sur ce recueil, sur ces Fleurs du Mal, et 6 ans avant la publication du recueil en tant que tel, 2 poèmes déjà avaient paru dans la Revue de Paris, L'Homme et la mer et Le Reniement de Saint-Pierre. Et les autorités déjà, choquées par certains vers de ce poème, avaient menacé Baudelaire de poursuites judiciaires. Le poète écrit notamment dans Le Reniement de Saint-Pierre « Qu'est-ce que Dieu fait don dans ce flot Qu'est-ce que Dieu fait don de ce flot d'anathèmes qui monte tous les jours vers ses chers séraphins? Comme un tyran gorgé de viandes et de vin, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. » Vous imaginez que dans la société, on ne peut plus policé, on ne peut plus retenu du Second Empire. Ce sont là des vers qui ne passent pas inaperçus. Eh bien, 4 ans plus tard, en 1855, la Revue des Deux Mondes publie 18 poèmes. C'est là qu'apparaît pour la première fois le titre « Les Fleurs du Mal ». Baudelaire a hésité d'ailleurs entre plusieurs titres, « Les lesbiennes »,« Les limbes », avant finalement d'opter pour « Les Fleurs du Mal ». « J'aime les titres mystérieux ou les titres pétards », écrit-il. Les bonnes critiques sont assez rares, disons-le, et très vite, un certain nombre de bons esprits vont croire de leur honneur de s'insurger. Le Figaro parle de poésie, de charnier et d'abattoir. Et c'est justement dans le Figaro que tombe la première critique assassine à propos de l'ouvrage, quelques jours après sa parution, donc le 5 juillet 1857. Elle est signée du gendre du directeur du journal, Hippolyte de Villemessant. Il parle de revues de démons, de fœtus, de diables, de chlorose, de chats et de vermines. Il parle aussi, je cite, d'hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, à toutes les putridités du cœur. Ah oui, nous, on n'avait pas la plume amène envers ceux qui s'écartaient par trop des sentiers battus. Quelques jours plus tard, le Figaro attaque de rechef les Fleurs du Mal. C'est cette fois Jean Abans qui écrit « Toutes ces horreurs de charniers, étalées à froid, ces abîmes d'immondices fouillés à 2 mains et les manches retroussées, devaient moisir dans un tiroir maudit,
Mais on croirait au génie de Monsieur Baudelaire. Il fallait exposer l'idole longtemps cachée à la vénération des fidèles. Et voilà qu'au grand jour, l'aigle s'est transformé en mouche, l'idole est pourrie, et les adorateurs fuient en se bouchant le nez. Et voilà. Des critiques qui, presque involontairement, à moins que quelque part ils n'en aient eu eux-mêmes conscience, vont donner une certaine notoriété à l'ouvrage et à son auteur. Et évidemment, on ne peut pas imaginer que dans des circonstances comme celle-là, l'autorité publique demeure tout à fait étrangère à ce qui se passe. La Direction générale de la sûreté publique va établir un rapport sur les fleurs du mal, ouvrage qualifié, je cite, de l'expression de la lubricité la plus révoltante, et 6 pièces sont concernées par le délit d'outrage à la morale publique. Et oui, délit d'outrage à la morale publique, la saisie paraît inévitable. Saisie, c'est-à-dire qu'on va au sens propre saisir les ouvrages dans les librairies, comme on le faisait au beau temps de Louis XV ou de Louis XVI. Lorsqu'il apprend que son ouvrage va être saisi, Baudelaire est complètement désemparé. Voilà ce qu'il écrit à sa mère. « On me refuse tout, l'esprit d'invention et même la connaissance de la langue française. Je me moque de tous ces imbéciles et je sais que ce volume avec ses qualités et ses défauts fera son chemin dans la mémoire du public lettré, à côté des meilleures poésies de Victor Hugo, de Théophile Gautier et même de Byron, ce qui, sous sa plume, signifie qu'il est assez content tout de même de ce qu'il a pu lui-même écrire. Du coup, Baudelaire sollicite Édouard Thierry, un journaliste du Moniteur universel, le journal officiel de l'Empire, du Second Empire, pour essayer d'obtenir quand même un écho un peu moins négatif. Voici ce que nous dit Marie-Christine Natta. Édouard Thierry lave le livre de l'accusation d'immoralité. L'immense tristesse qui s'en dégage prouve que leur auteur ne se réjouit pas devant le spectacle du mal. Il regarde le vice en face comme un ennemi qu'il connaît bien et qu'il affronte. Non seulement le critique ne blâme pas les fleurs du mal, mais il est le premier à les qualifier de chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre placé sous l'austère caution de Dante. Pour Baudelaire, cet article est un bâton jeté dans les roues du parquet. Oui, enfin vous imaginez bien que le parquet ne va pas s'en tenir là. Baudelaire va vite déchanter puisque le 16 juillet, la justice saisit les fleurs du mal. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de Charles Baudelaire et au cœur de l'histoire de ce procès des fleurs du mal de Baudelaire en 1857. La justice du Second Empire, avant d'aller plus loin, Franck, est-ce qu'elle poursuivait régulièrement les écrivains ? Ah oui, régulièrement, sans faiblir. C'est une justice, j'allais dire sévère, c'est en tout cas une justice très interventionniste. En 1853, les frères Goncourt, qui pourtant sont des gens très importants, qui font partie de la meilleure société de l'époque, sont poursuivis pour un article, ils sont jugés en chambre correctionnelle et vont quand même récolter un blâme. Et vous savez, c'est au début de l'année 1857, c'est-à-dire juste quelques mois seulement avant le procès des fleurs du mal, il y a le célèbre procès intenté à Gustave Flaubert pour son roman Madame Bovary. Ce procès d'ailleurs un peu qu'on présentait à l'époque comme le procès du réalisme, qui est le genre littéraire en vogue. Et Flaubert va être jugé pour outrage à la morale publique et religieuse, outrage aux bonnes mœurs. Ce sont les deux chefs d'inculpation. Vous savez que finalement, il est acquitté, mais enfin tout de même, on l'a traduit en justice. Lui qui, par ailleurs, a des relations longues comme le bras, ce qui n'est pas le cas de notre Baudelaire. Baudelaire est inquiété par la justice. Il accuse le coup. Le lendemain de la saisie, il assiste aux obsèques du chansonnier républicain Béranger. Il porte un grand crêpe à son chapeau. Il déclare à ceux de ses amis qui sont là et qui l'écoutent « Je porte le deuil des fleurs du mal qui viennent d'être saisies ». Baudelaire va se fendre d'une lettre au ministre de l'Intérieur. À l'époque, on dit ministre de la Maison de l'Empereur. C'est Achille Fould. Il essaie de défendre son ouvrage, tant bien que mal. Seulement, l'affaire n'en est pas moins renvoyée devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal de la Seine, où sont traduits habituellement plutôt des escrocs, des souteneurs ou des prostituées. La date du procès est fixée au 20 août. Baudelaire est complètement, je disais tout à l'heure, désemparé, c'est plus que ça. Il est vraiment profondément atteint. Sa mère lui propose d'aller se reposer en Normandie, à Honfleur. Il refuse, il lui faut préparer sa défense. Alors Baudelaire met de côté 4 des articles parmi les plus élogieux
publiés à propos des fleurs du mal, dont celui d'Édouard Thierry dans le Moniteur universel. Il peut compter sur le soutien d'un certain nombre de grandes plumes de l'époque et qui, comme par hasard, sont des esprits indépendants. Bon, Flaubert, c'est bien le moins, si je puis dire, mais aussi Sainte-Beuve, on y aurait beaucoup à dire, Mérimée aussi, très important Mérimée, puisqu'il est très proche de l'empereur et de l'impératrice. Barbey d'Aurevilly aussi est là, qui soutient Baudelaire. Vous chantez la chair sans l'aimer d'une façon triste et détachée qui m'est sympathique. Vous êtes résistant comme le marbre et pénétrant comme un brouillard d'Angleterre, a dit Flaubert à Baudelaire. Il a aussi l'appui du ministre dont je vous parlais, Achille Foul, du préfet de police de Paris, qui est un ami intime de Napoléon III. Bon, il a quand même, sans s'appeler Flaubert, il a quand même un certain nombre d'amis dans les hautes sphères. Nous y reviendrons dans un instant avec mon invité. Le 18 août 1857, alors que le procès des Fleurs du Mal était prévu là pour dans 2 jours, pour le 20 août, Baudelaire écrit à Apollonie Sabatier, à sa muse, à qui il n'a pas écrit depuis 3 ans. « J'ai vu mes juges jeudi dernier. Je ne dirais pas qu'ils sont beaux, ils sont abominablement laids, et leur âme doit ressembler à leur visage. Flaubert avait pour lui l'impératrice, il me manque une femme, et la pensée bizarre que peut-être vous pourriez par des relations et des canaux peut-être compliqués faire arriver un mot sensé à une de ces grosses cervelles s'est emparée de moi il y a quelques jours. » L'après-midi du jeudi 20 août s'ouvre donc ce procès devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal de la Seine, je vous l'ai dit. Il n'y a pas grand monde dans la salle, on ne peut pas dire que ce soit un procès qui fasse un considérable scandale. Le président énonce le motif de la poursuite, le président s'appelle Dupaty, offense à la morale publique, offense à la morale religieuse. Charles Baudelaire est là, qui prend place donc dans le prétoire, il est vêtu d'un costume, il est mal à l'aise, ses mains tremblent. Il sait qu'il n'est pas, évidemment, il a beaucoup d'éléments qui plaident contre lui. Il n'a pas de famille pour le défendre. Il ne peut pas mettre en avant les preuves matérielles de ses mérites. Son seul travail littéraire rentable, en quelque sorte, ce sont les traductions dont je vous parlais. C'est Edgar Poe. Le substitut du procureur Ernest Pinard, le même qui avait prononcé le réquisitoire général contre Madame Bovary, décidément quelle belle carrière, ce substitut dresse une liste des passages les plus outrageants et il termine son réquisitoire par les mots suivants. Soyez indulgents pour Baudelaire, qui est une nature inquiète et sans équilibre. Soyez-le pour les imprimeurs qui se mettent à couvert derrière l'auteur. Mais donnez, en condamnant au moins certaines pièces du livre, donnez un avertissement devenu nécessaire. Mais oui, enfin, si on laisse faire, où est-ce qu'on va finir comme ça ? L'avocat de Baudelaire est maître Gustave Louis Chédet d'Ange. Il prend la parole. Et il va se lancer dans une grande et assez spectaculaire plaidoirie. Il insiste sur le fait que Baudelaire peint le vice, certes, mais pour mieux le condamner. Il cite des auteurs qui ont dénoncé les travers de leurs contemporains et qui, pour autant, en leur temps, n'ont pas été inquiétés. Entre parenthèses, vous allez voir que dans la liste que je vais vous citer, il n'y a pas que des gens qui n'ont pas été inquiétés. Peu importe. Rabelais, qui a quand même dû s'exiler 2 fois, si ma mémoire est bonne. Molière, si Molière n'a pas été inquiété alors qu'il l'a été. Et La Fontaine, qui a eu bien des déboires aussi, lui. Musset, Lamartine dans des temps plus récents. Assez mauvais exemple à mon avis. Si j'avais été le président de la Chambre, j'aurais fait remarquer à cet avocat qu'il ne choisissait peut-être pas bien ces exemples. Mais si j'osais, dit le maître, si la prosopopée pouvait trouver ici sa place, j'évoquerais et j'invoquerais Montesquieu. Ô Montesquieu, que dirait ta grande âme si pour son malheur rappelé à la vie, tu voyais poursuivre pour outrage à la morale publique Baudelaire et les fleurs du mal, toi qui as écrit le temple de Nide et les lettres persanes? Que dirait Lamartine qui a fait La chute d'un ange, et Balzac avec sa fille aux yeux d'or, et George Sand avec l'Elia? Eh bien, rien que pour ça, on devrait le condamner, ce monsieur qui demande l'acquittement, néanmoins, est dans le prétoire. Baudelaire, qui voit bien que les choses ne tournent pas dans sa faveur, Baudelaire est dans les affres. Il est angoissé, et le moins qu'on puisse dire est qu'on le comprend. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Au cœur de l'histoire de Charles Baudelaire cet après-midi sur Europe 1, nous avons laissé l'écrivain dans le prétoire pendant son procès, le procès des Fleurs du Mal. Il est très angoissé à l'attente du verdict, Franck. Et oui, et le verdict est rendu le soir même, le jour même du procès, il n'y a pas de renvoi. Alors je vous lis les attendus.
En ce qui touche le délit d'offense à la morale religieuse, attendu que la prévention n'est pas établie, renvoie les prévenus des fins de poursuite. Ça veut dire que donc on ne retient pas ce chef. En ce qui touche la prévention d'offense à la morale publique et aux bonnes mœurs, attendu que l'erreur du poète dans le but qu'il voulait atteindre et dans la route qu'il a suivie, quelque effort du style qu'il ait pu faire, quel que soit le blâme qui précède ou qui suit ses peintures, ne saurait détruire l'effet funeste des tableaux qu'il présente au lecteur et qui, dans les pièces incriminées, conduisent nécessairement à l'excitation des sens par un réalisme grossier et offensant pour la pudeur, etc., etc. Vous comprenez que là, les juges qui ont écarté certes le délit religieux, vont retenir l'accusation d'attentat aux bonnes mœurs. Et alors ce qui est terrible, c'est qu'ils le font avec cette circonstance atténuante que l'auteur a voulu dépeindre les choses horribles pour les dénoncer. Mais pas du tout. C'est ce que nous allons voir, c'était pas du tout l'intention de Baudelaire. Vous imaginez le degré de déni, si je puis dire, qui figure dans les attendus d'un tel verdict. Baudelaire écope d'une amende de 300 francs. Ça paraît rien, 300 francs c'est pas mal d'argent à l'époque, c'est une assez grosse somme, ça fait 1 mois et demi de pension mensuelle, pour tout vous dire. Et les 2 éditeurs, Poulet-Malassis et Debroise, écopent de 100 francs d'amende chacun. 6 poèmes qui contiennent, je cite, des expressions obscènes ou immorales sont supprimés du recueil, interdits de publication, les bijoux, le Lété, parmi les plus beaux, en l'occurrence, à celle qui est trop gaie, Femme damnée, Lesbos et les métamorphoses du vampire. Et c'est une interdiction qui va durer jusqu'à quand, d'après vous, Anissa, cette histoire? Quelques années, oui, jusqu'en 1949. Presque 100 ans. Vous imaginez ça? Baudelaire est très déçu et lorsqu'on lui demande s'il s'attendait à être acquitté, il se drape dans sa fierté. Acquitté? J'attendais qu'on me ferait réparation d'honneur, dit-il. Désormais, il va devoir régler son amende, ce qui pour lui n'est pas mince à faire parce qu'il est très endetté, il n'a pas du tout les moyens de payer 300 francs. Alors il va se fendre encore d'une belle lettre, cette fois à l'impératrice Eugénie, pour demander un geste du ministre de la Justice, Jean-Pierre Abatucci, qui permettrait de réduire l'amende. Le ministre de la Justice en question, il meurt. Le procureur général est remplacé par un autre qui se trouve être le père de l'avocat de Baudelaire. Ça tombe plutôt bien. L'amende va donc passer de 300 à 100 francs, ce qui n'empêche pas Baudelaire de peiner à s'acquitter d'un tel montant. Ce qu'il faut dire, c'est que le poète sort littéralement épuisé de ces semaines de procès. Il écrit à sa mère le 30 décembre 1857 « Ce que je sens, c'est un immense découragement, une sensation d'isolement insupportable, une peur perpétuelle d'un malheur vague, une défiance complète de mes forces, une absence totale de désir, une impossibilité de trouver un amusement quelconque. Le succès bizarre de mon livre et les haines qu'il a soulevées m'ont intéressé un peu de temps et puis, après cela, je suis retombé. Vous voyez, ma chère mère, que voilà une situation d'esprit passablement grave pour un homme dont la profession est de produire et d'habiller des fictions. Je me demande sans cesse, à quoi bon ceci? À quoi bon cela? C'est là le véritable esprit de spleen. Bonjour Marie-Christine Natta. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, de cette biographie de Baudelaire, je n'ai retenu que l'épisode le plus dramatique et le plus célèbre, évidemment, celui du procès des Fleurs du Mal. Avec vous, nous allons revenir sur l'ensemble de la vie de Baudelaire, mais avant cela, quelques mots justement de la manière dont le verdict a été accueilli. Par Baudelaire, nous le savons, très mal, mais par l'opinion publique. Est-ce que ça a un certain retentissement, ce procès, à l'époque? Pas si fort que ça, puisque Baudelaire n'était pas un auteur extrêmement célèbre. C'est pas Flaubert. Non, c'est pas Flaubert, mais ce procès a eu un grand mérite, c'est que grâce au procès des Fleurs du Mal, on a eu une seconde édition des Fleurs du Mal, l'édition de 1861, dans laquelle que Baudelaire a considérablement enrichi, et notamment d'une section très importante qu'on appelle les tableaux parisiens. Et donc, s'il n'y avait pas eu le procès, on pourrait imaginer qu'on n'aurait pas eu cette version-là. Peut-être qu'on n'aurait pas eu non plus l'Albatros. Qui fait partie de cette deuxième, exactement. Alors, on va revenir sur le recueil lui-même, mais l'état d'esprit de Baudelaire, on l'a compris, c'est celui d'un homme un peu désespéré. Alors, on le sait, il a recours par ailleurs et pour se changer les idées au fameux paradis artificiel. Qu'est-ce qu'il prend à cette époque-là? Alors, contrairement à ce qu'on croit, Baudelaire n'a pas d'addiction aussi forte qu'on le dit. La seule addiction qu'il ait véritablement, c'est celle c'est une addiction à l'opium,
ou plus précisément au laudanum, qui est la forme dérivée de l'opium. Il en prenait au début pour des raisons médicales, pour soigner des maux d'estomac, des maux d'intestin, puis peu à peu, il est devenu assez accroché donc à cette drogue. Il n'était pas alcoolique, contrairement à ce qu'on dit. Quant au hashish... Le hashish, qui évidemment est au cœur de... Il est très sévère dans les paradis artificiels sur le hashish, et lui-même en a consommé très très peu, parce que il n'aimait pas cette drogue. Alors, alcoolique, il est devenu à la toute fin de sa vie, mais sinon il ne l'était pas. Nous reparlerons bien sûr des fleurs du mal dans le cours de cette émission, mais avant cela, je voudrais que nous reparcourions ensemble la vie même de Charles Baudelaire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il y a 160 ans, Charles Baudelaire vivait peut-être l'étape la plus difficile de sa vie, le procès des fleurs du mal. Et nous allons plus loin cet après-midi avec votre invité, Franck Ferrand. Vous recevez Marie-Christine Natta. Elle est agrégée de lettres, spécialiste du dandysme et auteure de Baudelaire, paru chez Perrin. C'est d'ailleurs le dandysme qui vous a amené à Baudelaire. Est-ce que vous le qualifieriez de dandy? Il est absolument. Il est sur tous les plans. Pour lui, le dandysme est à la fois une pratique, une esthétique et une éthique. Il les dandie totalement. Et c'est un peu grâce à lui aussi, grâce à Barbey d'Aurevilly. Un dandy à la française, c'est pas Oscar Wilde, c'est autre chose. Mais justement, donc, c'est grâce à lui et aussi à Barbey d'Aurevilly dont vous parliez tout à l'heure que le dandysme a acquis ses lettres de noblesse, parce qu'au début du siècle, au début du 19e, il n'était pas spécialement flatteur d'être dandy, on ne se revendiquait pas dandy. Alors, d'abord, disons de ce petit Baudelaire, parce qu'il naît en 1821, il naît le 9 avril 1821, donc on est pendant la restauration des Bourbons, après l'effondrement fracassant de l'Empire. Il naît à Paris, c'est un petit Parisien, ce Baudelaire, qui va très tôt être orphelin de père. Oui, parce que son père était assez âgé, il avait 34 ans de différence avec sa mère, donc il a épousé Caroline Baudelaire, Caroline Dufay, puis Caroline Baudelaire, parce c'était une jeune fille qui était orpheline, et d'une certaine manière, il lui a en quelque sorte offert une vie qu'elle n'aurait jamais eue sans lui. Voilà. Et donc il y avait une grande différence d'âge, c'est la raison pour laquelle Baudelaire perd son père quand il a 6 ans. Et donc, il y a bien sûr un moment très dur pour cette toute petite famille. La maman va s'occuper du petit orphelin. Et il y a là quelque chose d'étonnant. Vous parlez quasiment d'une fusion entre la mère et le fils. Mais qui ne dure pas très longtemps. Et non. Qui ne dure pas très longtemps. En effet, donc après la mort de François Baudelaire, donc le père de Baudelaire, Caroline Baudelaire vit avec son fils un moment vraiment effectivement qui va le marquer définitivement, lui, bien sûr. Hein. Et ce qui va le marquer surtout, c'est l'après. Alors là, oui. C'est l'après. L'arrivée du beau-père. L'arrivée très rapide du beau-père, puisque elle se marie 20 mois après la mort de son mari. Elle se remarie avec le commandant, à l'époque il était commandant, le commandant Opic. Donc on appelle nous le général Opic parce qu'il a fini sa carrière générale. Oui. Mais il était donc commandant à l'époque où elle l'a connu. Donc ce remariage très rapide provoque effectivement ce que j'appelle, mais pas que moi, la plupart des témoins le disent aussi, une fêlure chez Baudelaire. Et alors moi je me rappelle mes cours de français, n'est-ce pas? On disait que le général Opic avait été atroce, affreux avec ce pauvre Baudelaire, qui l'avait brimé du début à la fin. Et vous dites, il faut relativiser un peu ce portrait. Il faut beaucoup relativiser, parce que ça, c'est effectivement, c'est ce que j'ai cherché à faire dans mon livre, c'est à corriger en partie, donc cette idée fausse. Le général Opic est un homme qui n'est absolument ni brutal, ni borné, ni stupide. C'est bien de le dire. Ah oui. Et c'est un homme même qui se montre très patient, parce que Baudelaire n'était pas un enfant ni un adolescent particulièrement facile. Et la mésentente entre les deux, voire la haine, vient beaucoup plus tard, vient l'année du baccalauréat. Vous dites que ça n'est pas un enfant facile, ça se manifeste comment Enfin, c'est faux ce que je dis. C'est pas tout à fait un enfant. C'est surtout un adolescent. Un adolescent et un jeune homme. C'est à partir de là que les choses jusqu'au bac, ça va à peu près. Faut le dire vite. Il se fait renvoyer de Louis le Grand quand même. Oui, voilà. Il est déjà atteint de cette fameuse procrastination dont se plaint beaucoup sa mère, qu'elle essaye de corriger à toute force. La procrastination, c'est-à-dire le fait de tout remettre au lendemain. Oui. Voilà. C'est un travers assez commun, parce qu'il ne touche pas seulement Baudelaire, mais chez lui, c'est quand même assez prononcé et très tôt. Donc elle se plaint un peu de ça, mais c'est
c'est pas le plus grave. Là où les choses deviennent très difficiles, c'est après le baccalauréat. Alors, sa famille, et notamment le général, Oui. la famille a des ambitions pour lui. Oui. Parce qu'il est très intelligent, ce gamin. Il est remarquablement intelligent. Enfin, je parle même pas du génie créateur. Il a aussi une intelligence pratique, oui, voilà. Brillante, oui. Et donc, le général Opic souhaiterait qu'il soit diplomate. Il pensait, et Madame Opic aussi, mais lui ne veut pas en entendre parler. Il veut être auteur. Auteur, il veut écrire, il veut être poète. Ouais. Aujourd'hui, alors là encore, il faut se remettre dans l'esprit du temps. Dans ces années des tout débuts de la monarchie de Juillet, être auteur, être poète, c'est très prestigieux. Aujourd'hui, on est poète en plus d'autres choses. Oui. Il y a quelques poètes, vous me direz, ça existe encore, mais ils deviennent rares, les pauvres. À l'époque, être poète, c'est se trouver quasiment au sommet du Panthéon. Hein. Pour le général Opic. Alors voilà, pas pour le général Opic. C'est-à-dire que le fait que son beau-fils veuille être poète, oui, mais il pourrait l'être à ses heures perdues. Il envisagerait bien qu'il prenne la littérature comme un divertissement. Qu'est-ce qu'il fait, cet enfant, ce jeune homme? Il fait pas grand-chose. Il dépense l'argent de son beau-père. C'est un étudiant qui n'étudie pas. Alors il s'inscrit à l'école de droit, il s'inscrit ensuite à l'école des chartes, mais il n'y met pas les pieds. Et puis il dépense alors d'abord l'argent, parce que la majorité n'était qu'à 21 ans. Donc jusqu'à 21 ans, il dépense l'argent qu'on lui alloue, mais en faisant évidemment déjà des dettes. Et là où sa folie dépensière va vraiment exploser, c'est quand il hérite de son père, un héritage assez substantiel. Et là, en 18 mois, il en dépense la moitié. Oh là là. Donc là, c'est la famille s'affole, et c'est là, à partir de là, que c'est le genre de garçon qu'on pourrait placer en curatelle, en fait. Ça fait presque peur pour la famille. Parce qu'on est dans la bonne bourgeoisie qui n'aime pas ce genre de comportement, évidemment. C'est ce qu'elle a fait. Alors ça s'appelait pas comme ça à l'époque. C'était le conseil judiciaire. Donc en 1844, donc Baudelaire est pourvu d'un conseil judiciaire, c'est-à-dire que il garde certains droits, mais sur le plan de l'argent, il ne peut absolument plus rien faire sans son conseil judiciaire, qui est un notaire, qui lui alloue une pension de 200 francs par mois, dont il doit en principe se contenter. Mais évidemment. C'est pas si mal que ça d'ailleurs, mais pour lui c'est pas beaucoup. Oui, c'est l'équivalent d'un salaire de fonctionnaire. De saute-ruisseau, j'allais dire un peu plus, oui. Alors, il va voyager là. Ça c'est très important, c'est fondateur ce voyage. Oui, mais c'est un voyage forcé. Et voilà. C'est un voyage punition en fait. Oui, c'est un voyage sanction, punition, mais aussi finalement dont il va rapporter beaucoup de choses. C'est-à-dire que donc son beau-père pour l'éloigner du pavé glissant de Paris, comme il le dit, il l'envoie faire un voyage d'1 an sur les mers du Sud. Donc Baudelaire embarque, il n'a absolument pas d'autre choix que de le faire. Heureusement, il tombe sur le capitaine du bateau qui s'appelle le capitaine Salise, qui est un homme absolument remarquable avec lequel il s'entend très bien. Donc les choses se passent, disons, au mieux, mais arrivé à mi-parcours, il demande à rentrer, et il rentre au bout de 6 mois. Donc il écourte son voyage. Et finalement, de ce voyage vont naître des images, des impressions, des correspondances, n'est-ce pas? Oui. Et puis aussi des images, toutes les fleurs du mal, toute sa poésie aussi est totalement imprégnée de ces images marines, et toute la sensualité olfactive de Baudelaire c'est beaucoup développé donc à cette occasion. À quelque chose, malheur a été bon. Voilà. Les fleurs du mal vont bientôt en témoigner. Nous revenons sur le recueil dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire du procès des fleurs du mal de Charles Baudelaire. Les détails de cet épisode de la vie de l'écrivain, nous les découvrons avec votre invité, Franck, puisque vous recevez Marie-Christine Natta, qui est agrégée de lettres, spécialiste du dandysme, et également auteur de Baudelaire, que vous pouvez toujours vous procurer, paru chez Perrin. Et vous comprenez ce que ce recueil doit à toutes ces années d'errance, de méditation plus ou moins consciente, de voyage aussi, d'ouverture à des sensations qu'il a fallu traduire en mots. La nature, je parlais de correspondance tout à l'heure, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
qui chante les transports de l'esprit et des sens. Ces vers sont parmi les plus célèbres de la littérature française. Il y en a quand même un grand nombre de ces poèmes très connus de Charles Baudelaire. Comment expliquer que ça ait pu choquer à l'époque où c'est paru? Alors, ça n'est pas correspondant, ce qui a choqué, disons les choses. En fait, ce qui a choqué dans Les Fleurs du Mal, on n'y pense pas très souvent, mais c'est le réalisme. Et voilà. C'est le réalisme. Et souvent, on dit que le procès des Fleurs du Mal, ça a été le procès du réalisme. Deuxième procès du réalisme après celui de Madame Bovary, c'est déjà. Ça, exactement. Et en effet, c'est le réalisme de certaines évocations érotiques ou de certaines évocations macabres qui a pu choquer pas le public, la justice du Second Empire. C'est-à-dire qu'en fait, mettre directement dans des poèmes des choses qui jusqu'alors n'y avaient pas eu leur place parce qu'elles avaient été remplacées par des allégories, par des circonvolutions, ça paraissait une chose choquante au public. Très choquant. Même chose avec la peinture, si vous regardez bien. Mettre sur la toile des scènes crues paraissait impensable en fait. C'est la modernité qui est en train tranquillement de s'insinuer dans la société française à cette époque. Et Baudelaire le comprend, ça? Est-ce qu'il l'assume? Est-ce qu'il le comprend? Ou est-ce qu'il en est la victime inconsciente? Alors, concernant le procès lui-même, si on revient au procès, Baudelaire n'a pas compris là pour le coup, puisqu'il s'étonne justement. La citation que vous avez faite tout à l'heure à ce propos le montre. Il a toujours considéré que cette condamnation était un malentendu. Il ne comprend pas justement pourquoi il est si scandaleux. Oui, pour lui, ça n'est pas mérité, ce n'est pas justifié. Non. Et il est conscient, puisque ça, je l'ai lu tout à l'heure, il est conscient d'être au niveau des autres plus grands auteurs de la littérature. Ah ben, bien sûr. Il se compare directement à Victor Hugo et aux autres. Oui, Byron. Etc. Il a une très très claire conscience de son génie, sans jamais être arrogant. Alors, je parlais de symbolisme tout à l'heure. Il y a quelque chose de romantique encore dans la poésie de Charles Baudelaire. Oui. Malgré le réalisme, d'une certaine manière. Ce qu'on appelle le symbolisme, dont il a été par certains considéré comme un précurseur, mais encore une fois, il n'en est pas d'abord le chef de file ni l'inventeur. Il a ouvert la voie. Ce qu'on appelle le symbolisme, c'est tout simplement le fait de sortir d'une forme de quotidienneté. Tout ce qui peut surprendre, choquer, intéresser, tout ce qui peut faire donner du relief, de l'éclat à la réalité, la transcender, la rendre plus intime à la personne, tout ça est considéré globalement comme du symbolisme. Alors d'autres, plus tard, iront très loin sur cette voie. Baudelaire, en quelque sorte, n'a fait qu'ouvrir le chemin. Il ouvre la voie, voilà, il ouvre le chemin. Alors, on verra Baudelaire de plus en plus mal, si je puis dire. Il n'a jamais été très bien dans sa peau. Faut me dire ce qui est, le spleen, voilà. Ce que chantait tout à l'heure Léo Ferré, c'est quand même pas un poème très joyeux, il faut bien le dire. Et la crise dont vous parliez tout à l'heure, juste après le procès, quand vous disiez qu'il était très fatigué, qu'il était totalement découragé, ces crises-là, on les rencontre très 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 fréquemment. Il a fait une tentative de suicide en 1845. Il était très jeune et il était aussi au bord du suicide dans les années 1860. Donc il a toujours été. Il a fait un séjour à Honfleur en 1859. Oui. Alors, un séjour qui devait être... alors, il a mis 1 an et demi pour y aller. Parce que Baudelaire... Sa mère a tout fait pour. Oui, puis lui aussi. Et ça a été très difficile. Donc, il a échafaudé ce qu'il appelle un plan de bonheur. C'est-à-dire que c'était quelque chose de parfait. Il voulait être au grand air, à l'abri des tentations, pour bien travailler et dépenser moins d'argent. Et finalement, ça n'a duré que 3 mois. Parce que ça fait partie des contradictions de Baudelaire. La ville lui manquait. Et voilà, donc alors Paris pour lui un enfer, il le décrit toujours comme un enfer, mais il ne peut pas s'en passer. Mais en même temps, les ciels déchirés de Normandie, avec leurs contrastes qui vont tellement séduire bientôt les impressionnistes, auraient dû l'emballer. Lui, l'esthète, lui, l'amoureux. Mais ils l'ont emballé, il en parle à travers sa poésie et sa critique d'art, propos d'Eugène Boudin, justement. Parce que c'est un critique, ne l'oublions pas, c'est un esthète, un critique. C'est quelqu'un qui met la beauté, l'esthétique au-dessus de tout. C'est en cela que vous nous dites c'est un dandy. Il n'y a pas besoin d'être Brummel, d'avoir une grande fortune pour être un dandy. Non, on peut être dandy et pauvre. Alors évidemment c'est plus difficile, mais on y arrive. Et c'était le cas de Baudelaire. Plus qu'une pose à la mode, écrivez-vous, le dandysme est pour lui une hygiène, une esthétique et une éthique. Bref, une attitude qu'il revendique hautement et qu'il manifeste autant par sa vie que par son œuvre. C'est dans la figure du dandy que s'unissent dès l'enfance 2 traits essentiels de sa personne et de sa pensée, la recherche obsédante de l'originalité et la volonté de s'opposer. Le goût
effréné de la beauté, la recherche de l'originalité et cette espèce de besoin de constamment aller se frotter à une autorité qu'il n'a pas assumée, peut-être fruit de son enfance d'orphelin, mais contrarié. En fait, une autorité dont il a en même temps besoin. C'est complexe. Oui. C'est quand même assez passionnant. Vous nous le faites, vous nous le décrivez, Baudelaire, sous des dehors tout à fait nouveaux. On voit que c'est un homme plein de contradictions finalement, parce que ce paresseux, vous l'avez parlé vous-même tout à l'heure de procrastination, n'en est pas moins un homme énergique. Oui. Alors, il a, en tout cas, concernant son œuvre, c'est ce qui est remarquable, c'est au milieu des difficultés, du chaos de sa vie matérielle, des difficultés sans nombre qu'il rencontre, il accomplit son œuvre, mais d'une manière absolument déterminée. Oui. Il va jusqu'au bout de ça. Oui. C'est même, on se demande comment il fait, c'est même un miracle quand on voit les conditions dans lesquelles il a travaillé. Je ne sais plus qui disait Baudelaire est l'homme d'une œuvre. D'abord, c'est un recueil, les Fleurs du Mal, et puis il y a aussi Les Paradis artificiels, qui vont paraître en 1860. Oui. Et après sa mort, encore le Spleen de Paris. Le Spleen de Paris. Qui reprend d'ailleurs. Oui, alors donc c'est les petits poèmes en prose, dont il voulait en faire 100, mais il a eu le temps d'en faire que la moitié, 50. Merci beaucoup Marie-Christine Nata. Je vous en prie. Votre biographie de Baudelaire, très sensible et très nouvelle, originale comme son modèle lui-même, est parue chez Perrin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, nous avons parlé il y a depuis maintenant 14 heures, quelques minutes du procès des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Et un auditeur très fidèle, puisqu'il s'agit de Guillaume, vient de poster sur la page Twitter avec le hashtag ACDH une coupure de presse qui est datée de 1946 et qui annonce la révision du procès de Baudelaire. Donc si vous êtes curieux, nous vous invitons à aller lire cette coupure de presse qui se trouve donc sur la page Twitter au cœur de l'histoire. C'est de l'interaction en direct, c'est magnifique. Et comme ça, on peut voir que l'émission est en direct au passage. Complètement en direct. Et les auditeurs, se partagent des documents historiques entre eux. Vous nous en avez parlé lundi, Franck. Un grand nombre de personnalités du monde de l'histoire et de la littérature nous ont quittés cet été. Vous avez décidé de leur rendre hommage aujourd'hui. Oui, ça a été un été meurtrier, comme aurait dit Sébastien Japrisot. Nous parlerons de Jeanne Moreau vendredi en 8. On va lui consacrer une émission complète avec des extraits, etc. Et j'ai presque hâte d'y être déjà. Moi parce aussi. On va parler de Jeanne Moreau, que j'avais eu la chance de rencontrer. Enfin, je vous raconterai ça en temps utile. Et puis, dans quelques semaines, nous consacrerons l'émission qu'elle mérite à Simone Veil également, que j'ai souvent eu l'occasion de croiser, et toujours avec beaucoup d'émotion pour ce qu'elle représentait. Simone Veil est un personnage, on aurait presque pu faire plusieurs émissions sur son incroyable existence. Aujourd'hui, ce ne sont pas des sujets d'histoire, mais bien des auteurs, des conteurs d'histoire, si vous voulez, que j'aimerais évoquer. Alors, Gonzague Saint-Brie, que vous connaissez bien, il passait nous voir régulièrement dans cette émission, et je peux vous dire que nous avons tous du mal à imaginer que ce ne sera plus le cas, pour tout vous dire. Mais enfin, c'est ainsi. C'est toujours le choc dans le cas de ces accidents, évidemment. On a le plus grand mal à admettre la réalité. Le grand gastronome Christian Millot, qui était un habitué de cette émission aussi, et puis à tout seigneur, tout honneur, Max Gallo de l'Académie française, qui est le premier des trois à nous avoir quittés cet été, le 18 juillet. Grand érudit, Max Gallo, personnalité passionnante, un auteur incroyablement prolixe, c'était le biographe intarissable de tous les héros et anti-héros de notre histoire. Sa bibliographie que je regardais ce matin est tout simplement impressionnante. Vous tournez les pages, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la bibliographie de Max Gallo. On entendait très souvent chaque année un nouveau livre de Max Gallo. Même plusieurs fois par an, c'est inouï. Je ne sais pas d'ailleurs, je me suis toujours demandé où il trouvait la force inouïe de publier comme cela sans jamais faiblir. C'était ce qui s'appelle une grande discipline personnelle. Je voue une tendresse particulière en ce qui me concerne à son Voltaire, qui est un très bon livre. Je me rappelle avec émotion, bien sûr, une conversation que nous avions eue avec le grand éditeur Claude Durand. Conversation à laquelle je ne participais qu'entière, pour tout vous dire, c'était surtout entre Claude Durand et Max Gallo. C'était dans le petit salon de la Rotonde où Claude Durand, le patron de Fayard, avait l'habitude de donner ses rendez-vous. Et c'était éblouissant. Ils faisaient l'un et l'autre assaut de citations de Voltaire. C'était incroyable. Je me rappelle aussi ma gêne il y a 3 ans en apprenant, alors que je publiais un essai biographique à charge contre François Ier, rappelez-vous, que c'était justement le sujet de la biographie annuelle du maître. Aïe. Comment est-ce qu'on gère une affaire pareille ? Alors, j'ai pris ma plus belle plume
pour lui témoigner de mon embarras. Et sa réponse m'a ravi, je vous la lis. « Cher ami, je dis du bien de François Ier, vous en direz du mal. Comme cela, à nous deux, nous embrasserons le personnage. » La classe de Max Gallo. J'avais trouvé que c'était pas mal. Max Gallo était un chantre de l'histoire nationale, conçu non pas comme un ferment de nationalisme, évidemment. Il savait quoi penser du nationalisme, mais comme un ciment de cette nation à laquelle il refusait absolument de renoncer. Nous rediffuserons à la première occasion une des émissions que nous avions faites ensemble. Alors, autre habitué des ondes, pilier de notre station Europe 1, dont il a été le grand chroniqueur gastronomique pendant 26 ans, Christian Millau, qui, quant à lui, a tiré sa révérence le 5 août. Il était né en 1928, Christian Millau, il appartenait à cette génération, comment est-ce qu'on pourrait la définir ? Moi, j'ai une vraie tendresse pour cette génération, à la fois sûre, joviale, génération de bons camarades, si je puis dire. C'est ça, c'est la génération des Goscinny, des Tchernia, des Decaux, dans un autre registre de Jean Favier. Peu de figures, à mon avis, auront aussi bien incarné la France épanouie des 30 Glorieuses que Christian Millau. À la fois nostalgique et moderne, un brin paternel et toujours tellement humain. Christian Millau, vous savez, avait fondé avec son ami Henri Gault le guide Gault et Millau au tournant des années 70. Il était amoureux de notre culture, de notre patrimoine. Il nourrissait une véritable tendresse pour Kessel, pour Nimier, pour Blondin, dont il était venu nous parler ici même il n'y a pas si longtemps. Rappelez-vous Anissa, c'était un beau moment. On avait consacré cette émission à Blondin. Bref, il était l'ami des hussards, auquel il avait d'ailleurs consacré un prix littéraire. La réputation de Christian Millau était immense, et je n'oublie pas la tête du restaurateur, là, voisin d'Europe 1, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement, lorsque je lui ai dit en m'attablant avant une émission, comme je le fais souvent, je lui ai dit que j'attends un invité et que c'était Christian Millau, le fondateur du Gault et Millau. Quelle pression! Ah oui, vous auriez vu sa tête, c'était assez drôle, je vous avoue. Nous devions aller à Chantilly ensemble, ce ne sera pas. Eh bien, je peux vous dire que je le regrette beaucoup. Et puis alors, Gonzague, bien sûr, beaucoup plus jeune que les précédents, est disparu donc dans cet accident de voiture le 8 août. Lui aussi ancien d'Europe 1, où il continuait d'officier ponctuellement. Vous savez qu'il avait créé une émission qui s'appelait La Ligne Ouverte au creux de la nuit dans les années 70. Ça avait été une petite révolution radiophonique. Je vous propose d'entendre Gonzague dans une des émissions que nous avions consacrées, là, il y a assez peu de temps. Il parle de George Sand. Un écrivain extraordinaire, si bien que, souvenez-vous que Balzac lui avait demandé d'écrire la préface de son château, de sa cathédrale de papier, la Comédie humaine, et un écrivain respecté, admiré par Victor Hugo, enfin admiré par le monde entier, et en même temps un écrivain qui reste une femme, qui s'amuse d'être une femme. Elle a une phrase à un moment assez étonnante en disant « Mais ce qui est le plus amusant, c'est d'être une femme ». Et ça, c'est le charme de George Sand. Eh oui, Gonzague, j'avoue que je suis un petit peu ému en l'entendant. Je me rappelle depuis tant d'années maintenant de tous les souvenirs que nous pouvons avoir en commun, souvenirs de voyages, de déjeuners, de dîners qu'il rendait tellement vivants, de conversations incroyables, parfois aux limites de l'absurde, disons-le, d'émissions, vous venez de l'entendre, et de surprises, parce qu'il lui arrivait de surgir un peu partout, sans qu'on s'y attende. J'ai beaucoup aimé les mots de Yann Kefelec à la Forêt des Livres, qui était la grande création de Gonzague-Saint-Brie à Chanceau-Préloche. La Forêt des Livres se tenait, j'allais dire comme si de rien n'était, non. Elle se tenait en hommage à Gonzague dimanche dernier, et voilà ce qu'a dit dans la clairière de cette forêt de Chanceau, Yann Kefelec. En tant que breton, je suis extrêmement imprégné de la présence de l'invisible. Je ne sais pas parce qu'on ne voit rien que les êtres ne sont pas là, et je suis certain que Gonzague est avec nous en ce moment, et je tenais à être avec lui et avec vous. C'était un homme un peu extravagant, et j'aime l'extravagant. C'était quelqu'un qui était dans l'irrationnel autant que dans le rationnel. En cela, il aurait pu être breton. Il était légèrement à l'ouest, ce qui n'empêchait pas qu'il ait les pieds sur terre et qu'il soit capable d'organiser des fêtes comme celle à laquelle nous participons, c'est-à-dire ce rassemblement populaire, ce rassemblement humain magnifique qui redonne confiance dans l'humanité à une époque où quelquefois on pourrait être tenté d'avoir de légers doutes sur l'avenir à visage humain. Il croyait en l'homme, il croyait dans la littérature, il croyait dans la force des mots, il croyait dans les livres par-dessus tout, il croyait dans les arbres dont on fait les bouquins et dans les arbres dont on fait les écrivains, dans ces arbres et dans ces écrivains grâce auxquels le monde reprend confiance chaque année.
Est-ce qu'on n'en a pas marre sur la Terre de raser les forêts ? Est-ce que la forêt des Livres n'est pas celle que l'on doit protéger en priorité, particulièrement celle de Gonzague, celle qui a été plantée par Gonzague Saint-Brice, à laquelle vous appartenez, dont vous êtes aussi les arbres et les branches et les feuilles. Magnifique déclaration de Yann Kefelec, et j'espère en effet que la forêt des livres continuera de vivre. Nous disions à l'instant avec Marie-Christine Nata que Gonzague était, alors lui, vraiment le dandy de notre époque. Et j'ai le souvenir d'une fête qu'il avait donnée chez lui en l'honneur de Philippe Delorme il y a quelques mois. Et nous avons Philippe Delorme au téléphone. Bonjour, cher Philippe. Bonjour. Merci de nous parler depuis la Bretagne où vous êtes en train d'écrire. Oui. Enfin, là, nous vous dérangeons, pardon, mais Non, pas du tout. il nous reste exactement 1 minute, donc vous voyez que c'est très court. Mais si vous aviez un aspect de Gonzague Saint-Brie à mettre en avant. Alors, j'irais peut-être, bien sûr l'ami, mais aussi la personne qui savait conjuguer l'histoire avec la modernité, parce qu'il faut bien se rappeler que c'est le premier qui a fait des vidéoclips historiques et culturels dans le métro dans les années 80. C'est le premier qui a utilisé des drones pour filmer les châteaux de la Loire. Il était dans la lignée de Léonard de Vinci au Clos du Cé. Et ça lui aurait fait plaisir qu'on le dise, parce que... Voilà, et donc je pense que c'était quelqu'un qui était à la fois enraciné dans la tradition, mais en même temps très moderne, très tourné vers tout ce qui pouvait rendre actuelle l'histoire. Et ça, c'est très très important. Je suis bien d'accord. Merci infiniment, Philippe. Pardon pour la brièveté, mais je tenais à ce que vous disiez un mot de Gonzague aujourd'hui. Merci Anissa, nous essaierons d'être plus joyeux demain. Eh bien, demain, ce sera une émission consacrée à la guerre de sécession en partenariat avec le film Les Proies, un film Europe 1.